À la une de ce journal Sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. Emmanuel Macron annonce un investissement de 109 milliards d'euros pour soutenir les entreprises privées françaises dans le développement de l'IA et sa régulation. Les détails dans un instant. Et puis décès de Sam Nujoma, figure emblématique de l'indépendance namibienne et premier président du pays, ayant dirigé la nation pendant 15 ans après la libération en 1990. C'est tout pour les titres. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur le journal international de Tchad Info. À partir de ce lundi 10 février, Paris accueille pour 2 jours un sommet consacré à l'intelligence artificielle. Dimanche, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement d'entreprises privées dans les prochaines années en France. Dans l'enceinte du Grand Palais, les discussions devraient tourner autour des stratégies globales concernant l'IA, notamment sur sa régulation. Des chefs d'État du monde entier sont attendus, ainsi que des stars de la tech et des startups en pagaille. La France va investir 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, comme l'a annoncé Emmanuel Macron le 9 février. Ce montant provient des Émirats arabes unis, des fonds d'investissement internationaux et d'entreprises françaises comme Iliad, Orange et Thales. Macron a exprimé son optimisme sur les applications de l'IA dans la médecine et la création artistique, tout en appelant à une régulation mondiale, soulignant le rôle de l'Europe dans ces domaines. Le sommet sur l'IA à Paris, co-présidé par la France et l'Inde, attire des leaders tech dont Sam Altman d'OpenAI. Des discussions sur la gouvernance de l'intelligence artificielle et la régulation sont prévues. La France a aussi lancé avec 8 pays l'initiative Current AI pour une intelligence artificielle d'intérêt général soutenue par des géants de la tech. Le fonds canadien Brookfield a déjà annoncé un investissement de 20 milliards d'euros dans des centres de données en France. Certains acteurs de la société civile organisent un contre-sommet pour plus philosophique en opposition à cet événement centré sur les enjeux économiques. Alors que les chefs d'état-major des pays membres de l'EAC et de la SADC ont été chargés de se réunir dans les 5 jours afin d'établir un plan de sécurisation pour Goma, lors d'un sommet conjointement organisé par les 2 structures samedi 9 février, les traces des combats qui ont secoué le chef-lieu du Nord Kivu il y a 2 semaines sont encore omniprésentes. Non seulement dans le paysage, mais aussi dans les têtes, notamment au sein des familles endeuillées. Un calme apparent règne désormais sur l'avenue Kayembe qui traverse le quartier Mapendo de Goma. Des enfants y jouent même aux dames. Mais l'artère est bordée des maisons détruites, comme autant de stigmates des combats acharnés dont elle a été le théâtre il y a eu une quinzaine de jours. Ici, les affrontements ont été très violents entre les FARDC et les miliciens du M23 la semaine dernière. L'ONU rapportait qu'ils avaient fait près de 3000 morts et à peu près autant de blessés. Un bilan humain auquel il faut ajouter aussi les traces laissées dans les têtes de tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille dans le conflit. Quand les bombes ont commencé à exploser, mon enfant a été touché par un obus. Son corps a été emporté à la morgue de l'hôpital de la Charité, mais aujourd'hui encore impossible de savoir où et comment il a été enterré. Vraiment, qu'on nous aide à mettre fin à cette guerre, supplie Louise, rencontrée à proximité de la frontière avec le Rwanda. Guy Nzambanita a, lui, perdu 3 proches dans les récents combats. Quant à sa maison en planche, elle a été complètement détruite. Il faut vraiment que l'on puisse obtenir des réparations parce que non seulement on a perdu beaucoup de choses dans cette guerre, mais nous devons en plus supporter les frais médicaux de nos proches avec nos propres moyens. À l'image de Guy, de nombreuses familles de victimes demandent un soutien. 18 mois après son arrivée au pouvoir, le général Tiani a signé ce week-end un décret convoquant des assises nationales du 15 au 19 février prochain au Niger. Pas moins de 674 délégués sélectionnés par les militaires y seront repartis en 5 commissions pour définir la feuille de route de la transition. Les seuls absents seront les représentants des partis politiques toujours suspendus. Le décret signé samedi 8 février par le général Tiani, dans lequel celui-ci convoque ses assises nationales entre le 15 et le 19 février prochain au Niger,
porte aussi la création d'une commission pour l'encadrer. Celle-ci sera présidée par un chef traditionnel, Mahmoud Harouna, qui aura la lourde tâche de diriger les débats. Celui-ci sera accompagné d'un vice-président en la personne du colonel-major Mamaye Souley, l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense. Il sera le seul militaire du bureau dans lequel on retrouve pour le reste des personnalités et des membres de la société civile favorables à la junte et au pouvoir à Niamey. Si plusieurs personnalités se disent surprises d'avoir appris leur nomination à la télévision sans avoir été consultées au préalable, aucune d'entre elles n'appartient à l'un des 172 partis politiques recensés au Niger. Ces derniers étant toujours suspendus par la junte, aucun de leurs représentants n'est convié aux assises dont les travaux se dérouleront au sein de 5 sous-commissions baptisées Économie et Développement durable, Refondation politique et constitutionnelle ou encore Justice et droits de l'homme. Les délégués auront pour mission d'aboutir à un avant-projet de la charte de la transition dans lequel ils devront formuler des recommandations. Le document pourrait notamment permettre d'en apprendre davantage sur la durée de la transition. Lors de sa prise de pouvoir en juillet 2023, le général Tiani, qui attend le rapport final de cette grande réunion sur son bureau au début du mois de mars, avait alors indiqué qu'elle pourrait s'étaler sur 3 ans. Les assises devront également se prononcer sur le fait de savoir s'il pourra ou non se présenter aux futures élections. En Namibie, on a appris ce dimanche 9 février la mort de Sam Nujoma, premier président après l'indépendance en 1990. Décédé samedi 8 février à l'âge de 95 ans, il est considéré comme un héros de la libération et la figure de l'indépendance namibienne. L'ancien chef de la lutte armée, devenu président, est resté au pouvoir 15 ans avec le Parti de la libération SWAPO. C'est la présidence namibienne qui a annoncé son décès, rendant hommage à ce père fondateur de la Namibie. Si Sam Nujoma accède au pouvoir en 1990, il domine déjà le champ politique namibien depuis plusieurs décennies. Figure de l'opposition à la tutelle sud-africaine, Sam Nujoma grandit dans les townships, villes pauvres réservées aux populations noires, et travaille dans les chemins de fer. C'est là qu'il se syndicalise et se rapproche des indépendantistes. Lorsqu'il cofonde en 1960 la SWAPO, parti de la libération, encore au pouvoir aujourd'hui, il est contraint à l'exil. 6 ans plus tard, il lance la lutte armée. La guerre d'indépendance dure plus de 20 ans, fait 20 000 morts, aboutit à la fin de la tutelle du régime d'apartheid sud-africain et au retour de Sam Nujoma. En 1990, avec sa célèbre barbe blanche, il devient le premier président de la Namibie indépendante. Le militant de la libération se mue alors au chef de l'État charismatique. Il avait un rayonnement humain fort. Il était à la fois sympathique et extrêmement ferme et décidé, affirme ainsi Christine de Gémeaux, professeure de civilisation à l'université de Tours et spécialiste de l'histoire contemporaine de la Namibie. Au-delà des éloges et de son statut officiel de père fondateur, Sam Nujoma est cependant connu aussi pour différentes prises d'opposition radicales, notamment contre l'homosexualité ou encore pour sa lourde répression contre certains mouvements d'opposition. La star de la musique malienne Sidiki Diabaté a été victime d'un vol dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février près de Paris. Les faits se sont déroulés chez la sœur du musicien. Le braquage sans violence s'est déroulé alors que le virtuose de la kora était sur scène. Sidiki Diabaté était en plein concert dans la grande salle de la Défense Arena à Nanterre, en région parisienne, quand le vol s'est produit. Selon des sources policières, il était 22h30 lorsque les malfaiteurs armés se sont introduits dans le domicile de Djelika Diabaté, à Tremblay en France. La sœur du musicien est également sa manageuse et sa productrice. Elle était donc avec son frère au concert. Chez Djelika Diabaté, il y avait une baby-sister et des enfants. Sans violence, les braqueurs ont alors demandé à la nourrice de se mettre à genoux et de se retourner. Visiblement bien renseignés, ils sont allés directement chercher le coffre-fort et sont repartis immédiatement. Djelika Diabaté a indiqué aux enquêteurs avoir déposé 190 000 €, près de 125 millions de francs CFA,
dans ce coffre samedi 8 février dans l'après-midi. Cette somme représente une part des recettes du concert de la Défense Arena, les préventes des billets notamment. Cet événement, la plus importante date de la tournée en cours, est produit entièrement par Sidiki Diabaté, qui a été prévenu vers 2 h du matin, alors qu'il était encore dans les coulisses de la salle de spectacle. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Saint-Denis. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève l'édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.